Et nous allons enchaîner sur la dernière communication. Oui, alors dernière communication. Ah ben, mets-moi la bonne page. Faite alors par Albert-Claude Benamou, avec comme titre « Place des formations en ligne et des plateformes d'enseignement numérique au service de la chirurgie et de la médecine humanitaire. Expérience du Fonds de solidarité prioritaire mère-enfant de l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport ». Vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, je vais essayer d'être bref parce que le temps passe et vous avez eu beaucoup d'exposés. Je vais essayer quand même de synthétiser et de voir la place relative que le politique, lorsqu'il s'intéresse au développement des nouvelles technologies pour l'enseignement pour les pays en développement, peut faire. Et c'est ce programme de solidarité prioritaire dont nous avons bénéficié en tant qu'université numérique des sciences de la santé, c'est-à-dire l'ensemble de la communauté hospitalo-universitaire française. Nous avons sollicité, dans le cadre justement des objectifs millénaires du développement, en 2008, nous avions sollicité du ministère des Affaires étrangères la possibilité de bénéficier d'un fonds pour faire une action par le numérique de formation des professionnels de santé dans le cadre des objectifs 4 et 5, c'est-à-dire mortalité maternelle et infantile, morbidité, et voir comment nous pouvions avoir un programme cohérent de formation à distance, mais également hybride, où l'intervention des universitaires, des doyens des facultés de médecine des pays visés pouvait s'associer à la coopération des universités françaises, de l'ensemble des établissements hospitalo-universitaires français, avec la collaboration, bien sûr, de la conférence des doyens des facultés de médecine de France, en accord avec la conférence des pays africains. Donc, vous voyez un côté institutionnel, politique, de l'argent venant du ministère des Affaires étrangères, 3 millions d'euros, pour avoir sur 4 ans la possibilité de constituer ce qu'on appelle un fonds mobilisateur, c'est-à-dire de créer des forces sur place, de formation suffisante pour gérer, puis ensuite transmettre elle-même la formation à des élèves successifs. Donc, avec mon ami ici présent, le professeur Henri-Jean Philippe, qui est professeur de gynécologie obstétrique, et un certain nombre d'autres collègues, dans le cadre de l'UNF3S, nous avons pu mettre en place ce programme pour amplifier les formations aussi bien initiales que continues, à la fois des collègues, des internes, des collègues en exercice, chirurgiens, obstétriciens, mais également des paramédicaux, des sages-femmes, en allant même jusqu'aux matrones, pour leur transmettre un certain nombre de nouvelles compétences. Donc on était bien ciblé dans le cadre de la pathologie de la mère et de l'enfant. Donc je vous montre quelques visuels de ce qu'est aujourd'hui l'université numérique francophone des sciences de la santé et du sport, UNF3S, que je vous recommande d'aller voir en ligne, unf3s.org, et vous allez voir, c'est l'ensemble des facultés de médecine de France, mais actuellement également de pharmacie, d'odontologie et de sciences du sport, qui sont ensemble pour produire l'ensemble des ressources de formation, niveau par niveau universitaire, depuis la première année des études de santé jusqu'aux formations spécialisées, et même donc en chirurgie, etc. Donc avec les collèges nationaux d'enseignement qui participent à la création des ressources pour former nos étudiants présentiels ou, comme on dit maintenant, à distance, puisqu'on fait des formations, en particulier dans les domaines de la chirurgie. Il faut bien toujours avoir l'idée que la formation théorique, c'est possible et c'est assez facile de le faire à distance, que les formations de terrain, de stage, sont nécessaires, même si elles peuvent être aidées, comme on l'a vu avec Éric Chesson, par ce qu'on appelle le télécoaching, c'est-à-dire qu'à distance, ou le télémentoring, c'est-à-dire la possibilité de piloter à distance des interventions chirurgicales, des conseils, de la téléassistance pour des actes qui sont réalisés à 5000 km de distance, mais avec une expertise venant d'un centre français très expert. Et l'idée d'ailleurs d'avoir également des outils de simulation numérique
de plus en plus sophistiqués. Alors c'est une question qui a été posée à monsieur Pascal, à notre collègue Pascal. Eh bien, de plus en plus, ces outils pour travailler à distance sur des modèles virtuels, même sur des modèles complètement web assistés, est possible d'avoir des outils comme on l'a vu en représentation 3D sur son smartphone. On peut avoir des représentations d'un accouchement, techniques de mécanique obstétricale, etc. Alors vous voyez, le programme pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile a été conçu de manière holistique, c'est-à-dire en prenant la grossesse depuis le début, par la surveillance en l'échographie obstétricale. Donc il faut augmenter les compétences dans le diagnostic obstétrical par l'échographie, dont il faut donner les compétences également aux sages-femmes, voire aux matrones, même si c'est relativement... on peut donner des indications principales, et ensuite avoir la possibilité, dans des cas difficiles, de transférer au centre hospitalo-universitaire d'Abidjan ou d'un autre pays africain en question. Mécanique et technique obstétricale pour faciliter l'accouchement par voie basse et éviter au maximum les césariennes qui sont réalisées souvent dans des conditions difficiles, mais également la chirurgie gynécologique, la chirurgie laparoscopique a été en particulier développée à l'époque par notre collègue qui a disparu aujourd'hui, le professeur Brua de Clermont-Ferrand, avec son centre de formation à la chirurgie laparoscopique. Il a formé un très très grand nombre, dans 17 pays d'Afrique subsaharienne, un très grand nombre de collègues à la chirurgie laparoscopique. Alors voilà les outils sur lesquels on a travaillé en 2008, les possibilités d'avoir sur des dispositifs locaux sans Internet. Je vous en ai apporté quelques exemples ici de DVD qui sont distribués gratuitement aux étudiants. Et à partir de l'ensemble des ressources disponibles sur ces éléments enregistrés, les étudiants peuvent avoir ce qu'on peut appeler aujourd'hui la pédagogie inversée, c'est-à-dire qu'ils disposent de la ressource de formation et ensuite ils ont un dialogue à distance avec les experts français ou les experts du CHU local, et ça marche très bien. Alors avec ce programme, nous avons pu constituer une bibliothèque numérique qui est toujours accessible aujourd'hui, avec 2250 heures d'enseignement sur l'ensemble de ces disciplines, organisées en diplômes interuniversitaires internationaux. Donc, ce qui est très important, c'est de donner des formations diplômantes. Ce que veulent nos amis dans les pays à distance, c'est, même si le système d'enseignement est différent, c'est la validation par une véritable certification reconnue par un établissement universitaire français, mais également local. Et le pilotage de ces formations, vous voyez, les pays qui ont été concernés en grisé, plus de 17 pays ont été concernés. Les étudiants, l'organisation de l'enseignement a été extrêmement sophistiquée, puisque les étudiants sont encadrés par des tuteurs africains ou asiatiques, puisqu'on a travaillé sur le Vietnam, le Cambodge et le Laos également, et également le co-tutoring par des collègues enseignants français à distance. Donc en permanence, ne pas oublier l'encadrement local, ça a été dit par des orateurs précédents, et travailler également en augmentant l'expertise par les experts français qui copilotent également la direction des diplômes interuniversitaires est assurée toujours par un binôme franco-africain ou franco-asiatique. On évite ainsi la désappropriation du système de formation par les collègues locaux. Les doyens locaux estiment que c'est très important que l'ensemble du système soit véritablement coopéré, copiloté. Voilà, les formations. Alors nous avons formé bien sûr plusieurs centaines de tuteurs qui sont maintenant qui deviennent les cadres de formation actuels et résiduels après la disparition du financement qui fonctionnait pendant 4 ans. Ce qui était visé, c'était les cadres de formation restants qui ont pu continuer de transmettre. Et on a donc travaillé sur l'idée de la durée et de la transmissibilité des formations, sanctionnés par des équivalents de crédits européens transférables, donc avec une véritable reconnaissance internationale, donc très prisée par les collègues.
voyez un certain nombre d'intervenants. Alors c'est très important de voir que dans ces enseignements virtuels, il y a à la fois des enseignants français, mais également des enseignants des facultés de médecine locales qui assurent finalement la transmissibilité. Vous voyez, si vous allez en ligne sur le programme Mère-Enfant, vous trouverez ces éléments qui sont extrêmement complets avec des ressources que je vais vous illustrer rapidement. Vous voyez ici un exemple d'enseignement de l'échographie obstétricale. Ici, alors vous avez la liste en haut à droite des thèmes abordés sur cette formation en échographie obstétricale. Quelques exemples de systèmes multimédia où à la fois nous avons le visuel de présentation, mais également l'orateur qui parle et un plan de formation qui est facilement accessible, diapositive par diapositive. Ici, vous voyez un enseignement sur les fibromyoses du terrain. En chirurgie gynécologique, l'enseignement, vous voyez, de la chirurgie laparoscopique avec les outils que nous connaissons bien, et avec de différents niveaux, un certain nombre, vous voyez, hystérectomie intrafaciale avec conservation des annexes, les instruments, l'enseignement qui a été réalisé sur, cette fois non pas sur des modèles virtuels comme l'a montré le professeur Chesson, mais par notre regretté collègue de Grenoble, le professeur Schall, qui a fait un enseignement à partir de vidéos enregistrées d'accouchement dystocique, comment l'enseignement de l'accouchement par voie basse peut maîtriser un certain nombre de situations difficiles qui parfois conduisent à la mort de l'enfant. Élargissant le sujet, donc, par l'enseignement de la réanimation néonatale, des situations d'urgence. Vous voyez comment assurer la ventilation d'un nouveau-né en détresse respiratoire. Ici, nous avons continué aussi par des enseignements plus spécialisés, en particulier assurés par des collègues, vous voyez, Université de Strasbourg, qui ont assuré des formations en chirurgie gynécologique vidéoscopique. Ici, vous voyez un certain nombre d'extraits de ces ressources numériques qui sont extrêmement complètes. Dans le téléenseignement, par rapport à ce qui a été dit sur les actions à distance, la téléassistance, nous visons, nous, un programme complet de formation. Ce n'est pas une intervention prise comme ça dans le cadre d'une urgence qui fait l'enseignement. C'est un enseignement global, organisé, systémique, et c'est pour ça que on doit faire véritablement une cyber-université équivalente à l'université présentielle. Et c'est ça le travail qui est fait dans le cadre de l'UNF3S sur l'ensemble des disciplines médicales. Là, je vous parle bien sûr... Alors, juste quelques mots de bilan de cette action financée donc par l'État français. L'objectif initial dans le plan de charge qu'on avait soumis au ministère, c'était de former 1600 étudiants et de laisser des cadres. 145 tuteurs devaient être formés. À la fin de ce projet, de ce programme, nous avons nous avons formé 320 enseignants tuteurs, capables à la fois de maîtriser la technologie numérique, mais également, bien sûr, c'était des experts du sujet concernant la chirurgie du petit bassin, etc. Voilà, alors on peut faire quelques observations. Ce qui est très important, et ça c'est un dogme finalement quand on parle de e-learning, c'est de ne pas oublier que la technologie ne fait pas tout. Et que le réseau humain, le déploiement du réseau humain collaboratif est extrêmement utile, voire indispensable. Le tutorat, l'accompagnement dans le transfert des compétences est un concept extrêmement qu'il faut mettre en œuvre. Et actuellement, dans mes fonctions au ministère de l'Enseignement supérieur, dans le cadre du développement de l'enseignement numérique pour l'ensemble des disciplines universitaires, le télétutorat va devenir une clé du système. L'enseignement, l'étudiant en auto-formation, ça n'existe pas vraiment. Ça peut exister pour un certain nombre de collègues. Vraiment, les meilleurs étudiants vont toujours se débrouiller, quel que soit le système qu'on leur propose. Mais des étudiants qui ont besoin d'un accompagnement, c'est la règle générale. Et c'est ça qui permet d'augmenter les processus.
la qualité des processus. Voilà, je voulais terminer, mais je vais aller plus vite parce que le temps presse. Je vous fais grâce de tout ça, parce que, voilà, je voudrais terminer par une présentation. Vous voyez, puisque nous avons parlé d'un certain nombre d'outils nouveaux dont tout le monde parle. Par exemple, on a parlé dernièrement dans cette assemblée de la place des MOOC, hein, des cours en ligne massifs, avec l'université numérique des sciences de la santé, dans des domaines comme les pathologies, comme la pathologie de l'Ebola. Nous avons pu produire en urgence, compte tenu de la gravité de l'épidémie, en particulier pour les besoins des pays africains. Nous avons pu produire, ici c'est le teaser de ce MOOC, un cours qui a été assuré pendant plusieurs semaines avec les meilleurs spécialistes du monde entier sur la maladie de l'Ebola, accessible, qui a été suivi par plus de 10 000 étudiants, en particulier des pays d'Afrique. Voilà. Et avec la participation de vedettes, parce qu'il faut avoir des émetteurs de grande capacité médiatique pour impacter le maximum de gens. Et vous avez ici Bernard Kouchner, la directrice de l'OMS, etc. Donc ces outils de formation. Ensuite, vous avez les grands patrons de la virologie, les grands patrons de l'organisation des soins. Marc Gentilini n'était pas là, mais n'est plus là, mais les collègues le directeur général de la santé devient un enseignant accessible dans le monde entier, etc. Donc, ces processus, c'est notre collègue Kazatchine qui travaille maintenant sur ces sujets à l'OMS. Et donc, voilà, c'est un progrès. On peut terminé. Il y a un autre outil, donc je voudrais vous montrer juste quelques images. C'est les outils les plus modernes de formation en anatomie. Et vous avez vu tout à l'heure pour la chirurgie ou l'accouchement, nous avons des outils 3D. Le développement au sein de l'Université numérique des sciences de la santé d'outils très très performants d'anatomie 3D deviennent accessibles à tous gratuitement. Et ce qui a été dit tout à l'heure par rapport sur l'IRCAD, hein, la différence entre des enseignements organisés par une structure qui demande des frais d'inscription assez importants, c'est ça le frein de l'IRCAD. L'outil UNF3S, c'est l'université publique qui offre gratuitement toutes ces ressources à l'ensemble des demandeurs de formation. Voilà. Alors, je ne sais pas, si Monsieur le Président nous donne la possibilité, je crois que notre ami Henri-Jean Philippe avait quelques mots à dire. C'est prévu. Je vous remercie. Vas-y. Bonjour, Monsieur le Président, chers collègues. Juste un commentaire, parce que l'heure est un peu tardive, d'abord sur le travail qui a été fait au niveau du UNF3S. C'est vrai que tu disais qu'il y a eu 17 DU qui ont été faits. C'est un travail évidemment considérable et qui est utile pour la coopération, finalement, pour les échanges entre le Nord et le Sud. Faire un travail de cette nature, c'était grâce à ta conviction, parce que, évidemment, tu as souligné en aparté le budget, et pour organiser un enseignement Nord-Sud qui a une particularité, et comme tu l'as souligné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y ait des enseignants qui sont à majorité des pays concernés, c'est-à-dire des Vietnamiens pour le Vietnam, des Béninois pour le Bénin, et ainsi de suite. Donc tout cet équilibre permet probablement d'assurer une pérennité. Le deuxième point important est concernant la méthode pédagogique, les moyens pédagogiques. Initialement, là, on l'a vu, ils sont accessibles en ligne de partout. Donc de votre bureau, de chez vous, vous pouvez accéder à tous ces DU de manière gratuitement et en ligne. Donc ceci est bien, et ceci est possible pour nos collègues des pays africains et vietnamiens. Mais le problème, c'est que la connexion n'est pas du tout la même en Afrique et ici. Donc vous avez, au niveau de l'UNF3S, fait des solutions de serveurs miroirs, c'est-à-dire que tout le serveur qui est dans l'ordinateur de l'UNF3S est transféré dans les universités, comme ça peut être le cas au Tchad, en Mauritanie. Donc, je ne sais pas si c'est déjà été le cas. Oui. C'est le cas au Tchad ?
Au Tchad, absolument. Donc, voyez, toutes ces ressources peuvent être transférées sur le serveur local du Tchad, de la Mauritanie, et ainsi de suite. Donc ça, c'est donc très intéressant. Le troisième point, c'est donc récent, c'est d'avoir fait des CD-ROM qui permettent la diffusion. Donc je trouve que ça c'est très très intéressant. Le CD-ROM devient souvent une clé USB, parce que une clé plus puissante peut prendre, parce que certains ordinateurs ne sont plus munis de lecteurs de DVD, et il vaut mieux finalement, avec les outils actuels, c'est plutôt un DVD, c'est plutôt un disque dur qui va contenir la totalité de l'enseignement. Alors moi j'avais en fait une seule question. C'était suite à l'introduction de Claude Huet tout à l'heure, c'est l'humanitaire c'est enrichissant, c'est très enrichissant, mais parfois c'est un peu décevant. Parce qu'on s'investit pendant des mois, des années, et puis parfois les projets disparaissent. Et quelle est la pérennité de ce travail considérable qui a été fait? Est-ce qu'il y a un retour sur des DU? Est-ce que la majorité des DU se poursuivent? Est-ce qu'il y a maintenant une prise en main sud-sud? Comment ça se passe actuellement? C'est la première question. Merci. Alors, c'est une excellente question. Évidemment, lorsqu'on a fini notre contrat avec les affaires étrangères, on a déjà souligné que l'argent disparaissant, le programme risquait de prendre un coup. Et que le maintien de crédit pour continuer le travail, parce que quand vous avez l'habitude de travailler avec les collègues africains, quand vous voulez les insérer dans un programme, ils disent il me faut un temps de travail supplémentaire, il faut assurer le paiement de per diem, c'est-à-dire les journées de travail supplémentaires de formation, il faut avoir des crédits pour les payer. Si on n'en a pas, l'adhésion au programme devient plus difficile. Et c'est un sujet qui est connu par toutes les ambassades de France dans les pays en développement. Si on n'a pas assez d'argent pour stimuler l'intérêt de ceux auxquels on veut faire de l'enseignement, ça devient difficile. Alors, la pérennité, elle est assurée par les collègues doyens vertueux. Ça existe. On a des doyens des facultés du Sud qui se rendent compte de plus en plus qu'il y a eu un travail considérable, qu'il faut continuer à valoriser. On a réuni, dans mes fonctions au ministère de l'Enseignement supérieur, on a réuni au mois de juin à Paris tous les ministres des pays francophones de l'enseignement supérieur. Parce qu'effectivement, ce qu'avait dit notre collègue Chesson, ce qu'a dit le général, s'il n'y a pas une volonté politique dans ces pays pour donner des axes de travail pour le développement de l'enseignement numérique, et le programme qui est résulté de cette réunion des 45 pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, etc., qui sont réunis à Paris sous l'égide de nos ministres, a conduit à l'idée qu'il fallait construire un espace numérique universitaire francophone. Et c'est le travail qui a été confié à l'Agence universitaire de la francophonie, dans laquelle je vais reprendre des fonctions dans les jours qui viennent, parce que si on ne structure pas, on n'organise pas les choses, avec l'aide des ministres en charge de l'enseignement, tout ça, ça devient du vent, du sable. Et donc il faut continuer, c'est-à-dire que la ténacité, ce qu'on a vu avec le collègue qui a présenté les différentes expériences de terrain, ça a commencé en 2003, ça s'est un peu comme ça arrêté, il faut recommencer, et c'est tout le temps les travaux de Sisyphe. Il faut recommencer. Mais... Merci. Question. Pardon. Vous voulez continuer? Non, peut-être qu'il y a une question complémentaire. C'était... oui, répondre à des questions. C'est bien ça. Qui veut poser une question? Oui, appuie. Je vais même faire une intervention qui va vous paraître épouvantable. Mais je suis persuadé de ne pas être le seul à évoquer cette question. Il est vrai que l'aide humanitaire, je peux vous dire le circuit africain que j'ai pu faire à une certaine époque, a pour but d'éviter la maladie, la mort, etc. des populations. Mais quand vous évoquez le problème, par exemple, de l'aide en matière de maternité et de décence, il y a une question qu'on ne peut pas ne pas évoquer, c'est celle de la menace de la surpopulation de la planète. Et, par exemple, dans les documents que j'ai pu consulter, un pays comme le Tchad compterait plus de 6 enfants par femme en matière de natalité, alors que d'autres pays africains sont à peu près au même niveau, mais certains ont réussi, c'est le cas de l'Érythrée, à avoir un taux de natalité par femme de l'ordre de 2 enfants
ce qui est comparable à celui que nous avons, en particulier en France, dans les principaux pays européens. Autrement dit, il y a une vraie question, c'est que non seulement ces pays doivent disposer des moyens nécessaires pour aider les femmes enceintes au moment de l'accouchement, etc., mais également qu'il y ait des consignes ou des directives pour limiter cette population, la surnatalité. Car on sait très bien, il suffit de... Je peux même vous dire, la première référence que j'ai trouvée en France, c'est en 1950, un cours à la Sorbonne sur le risque de la surpopulation de la planète. Et puis ça a été repris ensuite par bien d'autres auteurs, et encore récemment, des livres sont sortis là-dessus. Et je voudrais simplement vous dire que Christian de Duve, prix Nobel de médecine, a, dans son dernier livre, lancé un cri d'alarme en matière de surpopulation planétaire, puisque à l'horizon, si nous dépassons 12 milliards d'habitants sur la planète, eh bien, il y a les conséquences que l'on connaît en termes de réchauffement climatique, qui est déjà en train de détruire des populations du Pacifique, etc., etc. Autrement dit, il me semble que dans une réflexion qui concerne la responsabilité médicale, il n'est pas possible de ne pas évoquer ce risque. Si je peux répondre brièvement à ce sujet, sur ce sujet, en fait, quel que soit le pays du monde, les pays les plus pauvres, les pays les plus riches, dans les pays les plus pauvres, si les femmes sont éduquées, elles n'ont pas un taux de natalité important. Le bon exemple, c'est la Tunisie, où les femmes sont éduquées, le nombre d'enfants par femme est de 2,3. Vous allez au Burundi, où il y a en moyenne 8 à 9 enfants par femme. Si les femmes font des études jusqu'au bac, leur nombre d'enfants est de 2 à 3. Donc, il y a un moment donné où, en effet, vous avez tout à fait raison, si on veut se préoccuper de la santé, on ne doit pas se préoccuper que de la santé. On doit se préoccuper de la santé et des droits des femmes, c'est-à-dire les droits à l'éducation, et c'est des droits prioritaires. Et je crois qu'on a un rôle extrêmement important dans ce domaine-là, vous avez raison. Donc, puisque nous arrivons à la fin de cette séance qui était tout à fait passionnante, je voudrais simplement signaler à ceux qui ne le savent pas que l'Académie de chirurgie transmet son savoir par ses sessions dans le monde entier. On peut consulter nos séances, et la vôtre en particulier, dans 48 heures, je pense, sera en ligne et consultable dans le monde entier, en particulier par des centres avec lesquels vous travaillez. C'est une contribution modeste de l'Académie de chirurgie à ce e-learning, comme on dit. Et je m'adresse à vous, puisque vous dites que vous allez prendre en charge une structure... Oui, monsieur Benamou, je vous disais, puisque vous dites que vous allez prendre en charge une structure qui va recenser la transmission du savoir par virtuel, vous pouvez inscrire le site de l'Académie de chirurgie. Voilà, c'est tout. Ça, je retiens cette proposition comme étant extrêmement importante. Bien. Merci. La séance est levée.